Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette émission que vous connaissez désormais très bien, le Talk. Nous sommes aujourd'hui très honorés et heureux de recevoir pour vous Monsieur Jean de Dieu Moukani Ouangou, qui est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Gabon. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir, Monsieur Aboké. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Et nous allons vous soumettre à une série de questions. Vous savez que vous êtes un personnage politique très important sur l'échiquier gabonais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons insisté pour vous avoir pendant cette émission. Vous êtes magistrat? Oui, de formation. OK. Et vous n'exercez plus? Hélas, vous êtes, non, je suis appelé à des responsabilités qui, à ce jour, ne me permettent pas d'exercer ma fonction. Mais avant que vous ne soyez ministre, vous n'exercez plus non plus? Effectivement, j'ai été mis en réserve des cadres de la fonction publique. C'est-à-dire? Pour faire simple, j'ai été radié du cadre des magistrats pour des raisons d'ordre politique. Les magistrats, sur le principe, sont astreints à l'obligation de réserve. Il se trouve qu'à un moment de ma vie, j'ai estimé qu'il était bien que je puisse me libérer de cette obligation professionnelle et que j'assume mon opinion politique. Donc ça vous a fait du bien alors, finalement Ça a été un mal pour un bien. Si l'obligation de réserve du magistrat plus celle du ministre que vous avez, ça va faire que peut-être qu'on ne va pas tirer grand-chose de vous aujourd'hui. Rassurez-vous, ça n'est pas la double peine, bien au contraire. En tant que membre du gouvernement, je suis astreint à une solidarité gouvernementale. Autrement dit, du fait de ces fonctions-là, je ne dois pas me démarquer des mesures qui sont prises au sein du Conseil des ministres et dont je dois assumer absolument la paternité avec les autres. Est-ce que ce que vous dites là est renforcé par la prestation de serment que vous avez faite quand vous avez été nommé? Pour dire vrai, je ne sens pas une contrainte supplémentaire outre mesure. En tant que membre du gouvernement, comme je l'ai dit, je suis astreint à une solidarité vis-à-vis à la fois des éléments de langage, à la fois de l'action du gouvernement. Et ça ne me soumet à aucune contrainte, pour tout dire. Il faut dire tout de suite que les Gabonais ont été très surpris d'apprendre que vous entrez au gouvernement. Vous êtes entré quand au gouvernement? Parce que vous avez un long parcours politique. C'est vrai que mon action politique se signale beaucoup plus du côté, j'allais dire, des forces du changement. Je suis pour l'alternative aux affaires et à ce titre-là, donc, je suis plutôt identifié du côté des forces qui estiment qu'on peut formuler une autre offre politique. Donc l'opposition. Dans l'opposition, pour faire simple. Maintenant, il y a eu une situation d'exception. Je pense qu'on va avoir à l'aborder dans le cadre de cette émission, qui a justifié que je puisse effectivement, après bénéfice d'inventaire, assumer la position qui est la mienne à ce jour. Alors, on va commencer par le commencement. Vous êtes issu de l'UPG, l'Union du peuple gabonais. Est-ce qu'il est possible de parler un peu de cette formation politique du temps du fondateur Pierre Mamboundou? Absolument. Il n'y a aucune peine à ça, bien au contraire. L'Union du peuple gabonais, qui a été créée le 14 juillet 1989, est le berceau dans lequel j'ai appris à vivre une belle expérience politique. Je crois que tout mon apprentissage se trouve là-bas. En 2011, Pierre Mamboundou a été rappelé à Dieu et l'héritage a été plutôt un exercice assez conflictuel. C'est cela qui justifie qu'aujourd'hui, j'ai pensé avoir à créer un label, à mobiliser des Gabonaises et des Gabonais autour de ce label. Et c'est dans ce cadre-là que nous continuons à vivre à la fois notre héritage politique accumulé auprès de Pierre Mamboundou, mais également que nous apprenons à formuler de nouvelles hypothèses avec l'espoir que le moment venu, les Gabonais s'y retrouveront, vont rallier cette formation-là de sorte à nous prêter à la construction du pays.
Alors, habituellement, quand un grand leader politique disparaît, eh bien, son héritage est difficile à gérer. Alors, est-ce que déjà il est possible de parler de ce qu'il a été, Monsieur Pierre Mamboundou? Pour faire tout à fait simple, je pense que Pierre Mamboundou est l'un des leaders politiques qui aura marqué le renouveau gabonais. On l'appelait l'opposant historique. Tout à fait. Et c'est pas trop dire. Euh, En 1989, lorsqu'il prend l'initiative à Paris de proposer aux Gabonaises et aux Gabonais une autre écurie politique, notre pays vit sous le sceau du parti unique, qui est constitutionnellement consacré. Autrement dit, il prend sur lui d'être en porte-à-faux avec le système. Mal lui a pris, puisque du fait de cette initiative qui, au demeurant, était contraire à l'esprit constitutionnel, il a été expulsé de Paris, de France, envoyé en exil au Sénégal. Je voudrais profiter de cette occasion pour saluer nos frères sénégalais, parce que je crois que ça a été la terre à partir de laquelle il s'est projeté positivement vers le Gabon. Et donc, Pierre Mamboundou, de ce point de vue, lorsqu'il arrive et qu'il recouvre toute sa citoyenneté au plan politique, s'est révélé à la face du monde comme étant certainement l'un des plus grands leaders que le Gabon ait jamais connu. Et de l'avoir approché et modestement contribué à sa réflexion me paraît être un motif de fierté. C'était quoi la substance de ces idées? C'était d'abord une figure emblématique des idées de gauche, des idées de changement. Il avait pour perspective l'Afrique. Voyez-vous? Donc c'était un homme qui pensait déjà et se projetait pour demain. Alors, il n'a pas été le seul opposant, mais pourquoi lui, on l'appelle l'opposant historique? Il avait une stature, c'est vrai, physique très remarquable, mais en même temps aussi une stature politique non négligeable. J'aime bien l'image. Oui, il était dans les grandeurs. Oui, par la personne physique, il en imposait. Et par les idées, il a enseigné, je pense, la jeune classe politique. Et je suis heureux de me réclamer de cette filiation-là. Et qu'est-ce qu'il projetait pour le Gabon? Le Gabon était africain et l'Afrique, pour lui, partait de Tanger au Cap. Avec ce regard-là, il pensait l'Afrique de manière tout à fait inclusive. Et chaque État, pris individuellement, devait participer à la grandeur de ce continent. Je crois qu'il avait lu Boganda, il avait lu les grands, qui, Kwame Nkrumah notamment, pense que que le salut de l'Afrique est dans son unité. Bien sûr, il était conscient des potentialités du Gabon. Et pour le reprendre, je fais du verbatim. Il disait, lorsque je regarde ce pays, si riche de ses potentialités et si pauvre de sa gouvernance, j'ai une larme dans le cœur, à défaut de l'avoir dans les yeux. En restituant cette pensée, cette citation qui est restée, je crois, indélébile dans plusieurs esprits, nous rendons compte à tout le moins ce qu'a été l'homme. De grandes idées, une grande ambition pour l'Afrique. Et c'est cela qui, effectivement, constitue notre ancrage dans la construction de ce pays, le Gabon, et de l'Afrique tout entière. Alors, comment expliquer que, après sa disparition, le parti qu'il a créé, l'UPG, éclate, explose? Je crois que c'est un épiphénomène, l'éclosion de l'UPG. Pierre Mamboundou reste éternel par ses idées, et ce sont les idées qui gouvernent le monde. L'héritage politique est resté intact. Il est en chacun de ses héritiers. Et je pense modestement revendiquer cet héritage. Maintenant, cet héritage aurait pu ou aurait dû être maintenu, être développé dans le cadre de la fonction politique qu'il avait créée. Et c'est là que malheureusement interviennent les contingences du moment. Ceux qui ont eu la responsabilité de la gouvernance de ce parti n'ont pas rassuré tout le monde. Et à cet égard, cela peut expliquer que plusieurs d'entre nous aient décidé de prendre leurs responsabilités pour vivre leur héritage au lieu qu'ils ont choisi de le faire. Et beaucoup de personnes disent que vous faites partie des, j'allais dire, des ayants droit.
Tout naturellement, comme tout héritier, il y a des ayants droit, des ayants cause. Et dans tous les cas, ils participent, chacun à sa place, à faire vivre, à faire revivre les idées, les grands idéaux que Pierre Mbundu véhiculait et qui me paraissent toujours actuels à ce jour. Alors, vous avez fini par créer votre formation politique, votre propre Tout à fait. formation politique. C'était en quelle année? 2014 déjà, nous avons pris la responsabilité, je dirais, grave d'assumer notre identité politique. Tout justement parce que nous craignons pour la fidélité dans la gouvernance de ce parti. Ensuite, en 2016, nous avons créé notre formation politique. En 2017, nous avons davantage encore évolué parce que des Gabonaises et des Gabonais nous ont rejoints. Et à ce jour, notre parti attend de célébrer son premier anniversaire. Alors, votre parti s'appelle Union et Solidarité. Tout à fait. Quels sont les idéaux de ce parti? Mais les deux composantes... Toujours les idéaux de la gauche? Absolument. Les deux composantes qui participent à la dénomination indiquent exactement la direction idéologique qui est la nôtre. Les valeurs d'unité, parce qu'il faut rassembler. Je crois que la grandeur est dans le rassemblement. Ensuite, la solidarité qui indique bien ce que les idées de gauche commandent de faire. Alors, comment les jeunes, comment la population gabonaise a réagi par rapport à cette création que vous avez faite? De manière positive. De manière positive parce que nous avions enfin proposé aux Gabonaises et aux Gabonais, particulièrement les jeunes, un cadre dans lequel ils peuvent vivre leurs idéologies, leurs combats politiques. Ensuite, parce que nous sommes porteurs, me semble-t-il, d'un certain nombre d'innovations dans la manière de faire la politique. Et enfin, nous pensons modestement contribuer à construire l'avenir de ce pays. Alors, il se trouve que vous êtes associé à M. Jean Ping. Alors, vous êtes un homme de gauche. Est-ce que M. Jean Ping est un homme de gauche? Comment cette alliance a pu se faire? Mais parce que M. Jean Ping a rejoint les forces de gauche en 2014. Il a été l'un des artisans du front de l'opposition pour l'alternance. Donc, en prônant l'alternance, M. Jean Ping et nous-mêmes avons convenu d'un chemin commun qui nous rassemblait de ce point de vue-là, je veux dire du point de vue de l'objectif à réaliser, l'alternance. Et c'est à ce titre qu'on peut expliquer que nous avons fait chemin ensemble. Alors, il y avait un souci d'alliance parce qu'il y a une sorte d'éparpillement de partis politiques au Gabon quand on regarde le volume de la population et quand on regarde le nombre de partis politiques, ça fait un peu beaucoup, non? J'aime toujours à dire qu'à la faiblesse du nombre, nous devrons œuvrer pour la force de la qualité. Oui, c'est vrai que sur l'échiquier politique, il y a plusieurs offres. C'est peut-être la preuve de la vitalité du peuple gabonais. Alors, comment est-ce que M. Jean Ping a pris votre départ de l'Alliance des forces pour l'alternance? Je serais tout à fait peu disert là-dessus. Je n'ai pas pris la précaution d'en référer. Mais vous étiez quand même ensemble, donc... Oui, c'est-à-dire qu'à un moment... quoique tous relevant de la coalition pour la nouvelle République, nous restions, en tout cas en ce qui nous concerne, un parti politique tout à fait indépendant, libre de ses choix, et c'est cela que nous avons fait. Vous étiez quand même engagé sur un même objectif? Oui, nous avions un objectif commun qui nous a réunis avant la présidentielle, c'était faire en sorte que nous puissions mobiliser toutes nos forces pour obtenir l'alternance. Modestement, nous avons proposé un certain nombre de procédures, notamment la DTE, pour ne pas la citer, notamment l'Union sacrée pour la patrie, toutes choses qui participaient à mobiliser les forces politiques qui aspirent au changement.
Donc, ça a été un chantier qui nous a totalement mis en harmonie et pour lequel nous pensons avoir été tout à fait loyaux. Maintenant, n'ayant pas réalisé cet objectif, de nouvelles échéances s'offraient à nous. En tout cas, il assume un leadership qui l'invitait à formuler des hypothèses claires à tout le monde. Et c'est de l'appréciation de ces hypothèses-là que nous avons estimé à prendre notre liberté. OK. Alors, il y a quand même des choses qu'on voudrait bien comprendre parce que vous avez été déjà sollicité une première fois pour entrer au gouvernement et vous avez refusé. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence maintenant? Mais l'objet de l'invitation. Le 11 septembre 2015, je suis le président du Front de l'opposition pour l'alternance. Autrement dit, le leader de l'opposition gabonaise. Je suis invité par le chef de l'État qui m'accorde cette rencontre. Et à cette occasion, je lui formule un certain nombre de propositions, notamment la tenue d'un dialogue préélectoral au fin de convenir, toute partie appelée et présente, des modalités aptes à garantir la transparence du scrutin à venir. Cette quête-là que j'ai exprimée n'avait pas trouvé gain de cause. En lieu et place, il m'a été proposé d'entrer au gouvernement. À ce moment-là, cette proposition ne me paraissait pas pertinente. C'est cela qui peut justifier, me semble-t-il, de la manière la plus logique, le refus que j'ai opposé. Cette fois-ci, les choses sont totalement différentes. Le contexte est totalement différent. Nous sommes après les élections. L'Assemblée nationale est dissoute. La majorité politique qui peut justifier la composition du gouvernement est dissoute. Elle disparaît. De manière conséquente, le gouvernement est lui-même dissous. Il y a une situation de vide institutionnel, aussi bien au sein du Parlement, parce que la Chambre des députés n'existe plus, aussi bien dans le pouvoir exécutif, parce que le gouvernement a été purement et simplement dissous. Il y a une situation d'exception qui met à égalité toutes les forces politiques dans la composition du gouvernement. À partir de là, l'invitation qui m'est faite ne peut rencontrer qu'un accord évident parce que, pour une fois, aucune force ne peut se prévaloir d'avoir une majorité parlementaire au sein de la Chambre des députés justificative du gouvernement. Toutes les forces politiques, à ce jour, sont à égalité quantitative et qualitative pour animer le gouvernement. Voilà ce qui, simplement, me motive à entrer. Alors, beaucoup d'observateurs disent que, là je fais encore un pas en arrière, disent que avant les élections de 2016, vous auriez dû proposer des réformes. Vous en avez parlé un peu, mais pourquoi n'avoir pas insisté pour que ces réformes-là se fassent avant l'élection de 2016? C'est exactement l'objet de toute mon action avant les élections. Appeler à un dialogue inclusif pour que, ensemble, sur la base des hypothèses à échanger, nous puissions trouver les dispositions les plus aptes à garantir la transparence. Donc, j'étais à la place qu'il fallait, j'étais à la présidence du Front de l'opposition pour l'alternance. Je vous étonnerai, les premières défections contre ce combat ont été signalées dans le camp de l'opposition. C'est pour cette raison que, ayant œuvré en toute bonne foi à garantir le succès de l'opposition par une démarche qui me paraissait tout à fait pertinente, j'ai pensé, après cela, que désormais il fallait être prudent et bien regarder toutes les hypothèses qui devaient être proposées. Est-ce que vous avez tenu compte de ce que vos autres
comment je vais dire ça, tous ceux qui étaient dans l'Alliance justement pour l'alternance, en tout cas tous ceux qui militent dans l'opposition, est-ce que vous en avez tenu compte ou bien vous êtes parti avec votre idée et vous avez pris votre décision? Mais j'appartiens d'abord à un parti politique et comme je suis un militant discipliné, je fais ce que le parti me commande de faire. Maintenant, oui, je crois qu'après, l'une des faiblesses de l'opposition me paraît se situer dans la stratégie à mettre en place après les élections. On parle de résistance, mais le contenu ne me paraît pas à ce jour assez clair, en tout cas pas pour tout le monde. C'est à ce titre-là que j'ai estimé qu'il était bien que nous puissions effectivement nous rasseoir autour d'un projet précis, convenir des modalités avec lesquelles nous devions conduire ce nouveau chantier, cette nouvelle échéance. En tout cas, ce contexte. Faute de précision, comme je l'ai dit, j'ai écouté à mon parti et mon parti a indiqué une voie. Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui, puisque vous êtes l'un des fers de lance de l'opposition, que l'opposition n'existe plus. On ne peut pas le dire. Et je préfère parler de force du changement. Entendu que l'opposition s'entend d'une majorité qui existe. La majorité n'existant pas, faute de chambre de députés, il n'y a plus d'opposition. Je pense qu'il y a des forces conservatrices et il y a des forces du changement. Donc, je suis des forces du changement, autrement dit de l'opposition, étant entendu que l'opposition s'entend de l'alternative à proposer au régime en place. Donc voilà, l'opposition existe toujours, la majorité existe tout autant, je veux dire, le pouvoir en place existe tout autant, et c'est dans ce cadre-là qu'il faut absolument voir les choses. Alors, question quand même, bon, comment est-ce que, j'allais dire, vous vous opposez, étant donné que vous êtes à l'intérieur du gouvernement, et comment peut-on appeler cette forme qui est exceptionnelle aujourd'hui au Gabon? Est-ce une cohabitation? Participez-vous à un gouvernement d'ouverture? Comment appelle-t-on cette forme de gouvernance qu'on a aujourd'hui au Gabon? Je suis heureux que vous disiez que la situation actuelle n'est pas, enfin, déroge au droit commun. Je l'ai dit, le thème de majorité se détermine au sein de la Chambre des députés. De la configuration de cette Chambre, il se dégage une majorité et en face, il se dégage une opposition. Cette situation extraordinaire aujourd'hui ne permet plus de désigner... Est-ce que ça, c'est pas trop formel? Mais c'est ça, hélas, les bases sur lesquelles se déterminent ces concepts-là. Donc, oui, aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de majorité au sein de la Chambre des députés, il n'y a pas par ailleurs d'opposition. C'est une situation d'exception, puisque de ce contexte justifie que le gouvernement ait été dissous lui-même. Alors il y a une situation d'exception. Et c'est en cela que, si on admet qu'il y a une situation d'exception qui prévaut aujourd'hui dans le fonctionnement des institutions, on doit pouvoir comprendre qu'à situation exceptionnelle, il y a des mesures exceptionnelles. Le gouvernement actuel est un gouvernement tout à fait d'exception, d'ouverture, les analystes feront leur affaire, mais en tous les cas, il y a dérogation au principe classique. Cela veut dire donc que ce mode de gouvernance va s'arrêter dès l'instant où les élections législatives auront eu lieu. Absolument. Donc on va vous voir repartir dans l'opposition. Il y a... Si d'aventure, c'est le pouvoir qui remporte les élections. Alors, le pouvoir, c'est lequel? Celui que j'exerce avec les autres? Non, je veux dire qu'il y a... Le pouvoir du président Ali Bongo. Je crois qu'il est élu pour un septennat et c'est à l'horizon 2023 que son pouvoir devrait être revisité puisqu'il y a une échéance naturelle électorale. S'agissant de la situation actuelle, elle va être réglée, me semble-t-il, au terme de l'élection législative qui est à venir. Dans ce cadre-là, une nouvelle majorité va se dégager et à partir de là, bien sûr, il y aura une recomposition du paysage politique de sorte qu'à la majorité qui va se composer, il y aura une opposition qui va se déterminer. Vous êtes candidat? Absolument. Dans quelle circonscription? Je suis candidat à Mouila.
une ville très charmante de l'intérieur du pays. Je suis candidat au premier arrondissement de cette ville. Vous avez été nommé ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Tout le monde sait que c'est un département difficile à gérer. Est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné? L'enseignement supérieur porte l'ambition d'un pays. D'avoir été nommé dans ce domaine-là est peut-être la marque d'une certaine reconnaissance. Maintenant, oui, l'enseignement supérieur est dans un état préoccupant. C'est une difficulté au demeurant. Mais je dis, les difficultés de ce pays doivent être réglées par les fils de ce pays. Et donc, j'ai pris acte de la délicatesse de la mission et je m'emploie au quotidien à trouver ou à suggérer des commencements de solutions. Tout à l'heure, on va y entrer en détail, mais je voudrais vous inviter à regarder, à suivre ce reportage. Nous avons interrogé quelques Gabonais dans la ville de Libreville. Voici leur réaction par rapport à votre entrée au gouvernement. Ça m'amuse un tout petit peu parce que nous ne savons plus de quelle opposition nous parlons. Parce que quand nous parlons de Iwangu, que je sache, c'était lui qui avait d'abord refusé de rentrer dans ce gouvernement. Le gouvernement d'Ali Bongo Ndimba. Mais je suis complètement perdu. Moi, j'aimerais comprendre qu'il explique au peuple gabonais ce qui fait aujourd'hui son entrée dans ce gouvernement. Est-ce qu'il est finalement convaincu de la politique du chef de l'État? Est-ce qu'il est fatigué d'avoir faim comme les autres? Eh Seigneur, est-ce qu'au Gabon il y a les opposants? Est-ce que vraiment il était vraiment opposant? Tous les Gabonais veulent remplir leur ventre. Ils veulent être à l'aise. Les vrais opposants, c'est les pauvres. Ce sont eux les vrais opposants. Mais ceux qui ont un peu d'argent là, ils ne sont pas opposants. Comme c'est un opposant, peut-être qu'il va changer l'université l'UOB. C'est une bonne chose. Les bourses, voilà, les études, les salles de classe. En tant qu'étudiant, il faut dire ici que les attentes que nous avons vis-à-vis de l'enseignement supérieur sont les mêmes que les prédécesseurs ont laissées. C'est-à-dire plus d'amphi, bien éclairer les étudiants sur le système LMD qu'on n'arrive pas à comprendre et qui n'est pas appliqué sur toute sa forme. Et régulariser la situation des enseignants pour que l'année scolaire puisse commencer comme ça se doit et bien se terminer. Bon voilà, vous avez des Gabonais qui sont complètement contre votre décision, qui désapprouvent complètement votre position, et puis il y en a d'autres forcément qui sont d'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire, surtout à ceux qui désapprouvent votre position? Laissons l'histoire faire son œuvre, c'est elle qui jugera. C'est tout? Oui, tout à fait. Est-ce que vous pensez que cela va leur satisfaire comme réaction? Ils veulent bien quelques explications. C'est vrai que vous en avez donné, mais peut-être qu'ils en voudraient d'autres. La pertinence d'une position en politique s'apprécie sur l'instant, et cela est heureux, mais par ailleurs peut s'apprécie bien souvent dans la perspective. Et c'est à ce titre-là que je voudrais donner rendez-vous aux compatriotes pour décoder le moment venu mon parcours et apprécier à sa juste valeur les incidences que cela aura permis d'imprimer à la marche du pays. Alors certains pensent que bon, votre conviction n'est plus forte. Ça, c'est certains qui le pensent. Il y en a d'autres qui parlent de transhumance. Qu'est-ce que vous en pensez? La solidarité gouvernementale fait en sorte et peut justifier que je ne puisse plus, comme du temps où il m'appréciait, j'imagine, que je ne puisse plus, sur la place publique, parler des convictions de mon parti. Le parti le fait, il le fait bien. Aujourd'hui, je suis aux responsabilités, je suis à la construction, à l'ouvrage, et dans ce cadre-là, c'est un autre état d'esprit qui justifie aujourd'hui ma position actuelle. Toujours est-il qu'il y a une partie de votre parti qui s'est désolidarisée justement de votre décision et même qui a resté en justice. Oui, tout à fait. Écoutez, je ne suis pas maître des extrémismes,
Oui, des militants ont marqué pour certains d'entre eux leur refus d'assumer la position qui est la mienne. C'est parfaitement leur droit, simplement que cette position a été soumise à l'instance compétente pour aviser, le bureau exécutif, qui s'est prononcé majoritairement pour soutenir cette position et pour l'assumer. Certains disent qu'il y a dans vos textes une interdiction qui aurait dû justement vous empêcher de prendre cette décision. C'est une mauvaise interprétation de ce texte. C'est l'article 48 bis au demeurant, qui expose à radiation tout militant dans 3 cas d'ouverture. Le premier est le changement de camp politique. Aujourd'hui, je suis au gouvernement. Je n'ai pas adhéré à la charte pour l'émergence. Je suis ministre et non membre d'un autre parti politique. Donc ce premier cas de figure n'est pas opposable. Deuxième cas de figure, lorsque le militant change de majorité parlementaire. Je ne suis pas encore élu, donc je ne peux pas avoir changé de majorité parlementaire. Troisième cas de figure, lorsque ce militant adhère ou rentre dans un gouvernement opposé au parti. Lorsque j'ai été invité à rentrer dans un gouvernement, il n'y avait pas de gouvernement. Le gouvernement venait d'être révoqué. Donc j'ai accepté d'entrer dans un gouvernement à constituer dont on ne pouvait pas imaginer la coloration. Au demeurant, ce n'est pas un gouvernement du Parti démocratique gabonais. Donc les 3 cas de figure qui participent à cet article 48 ne sont pas opposables à mon action. Et donc, ces militants se sont trompés sur toute la ligne. Mais ils disent que vous auriez pu les préparer. Soit. Ils ont été surpris. Certainement, oui. Connaissant vos convictions. Mais parce que c'est d'abord une action et une invitation faite intuitu personné à quelqu'un qui après en réfère à son parti. Oui, j'étais à l'extérieur au demeurant. Et donc, matériellement, j'étais dans l'impossibilité d'en référer d'abord à mon parti politique. Je l'ai fait après coup, ce qui n'est pas plus mal. Et le parti, en toute responsabilité, a pris la décision. Donc, ces militants ont perdu au plan interne. Ils ont estimé que le parti s'était plutôt fourvoyé. Ils ont saisi la justice. Ils ont perdu une deuxième fois devant les instances judiciaires. Au total, ils ont perdu sur toute la ligne et ils ont estimé avoir assumé leurs divergences que nous respectons. Ils ont créé une autre formation politique. Absolument. Mais vous n'avez pas un petit pincement au cœur? C'était des collaborateurs, des gens avec qui vous avez fait une longue marche tout de même. Tout à fait. Quoi qu'il soit infiniment minoritaire, oui, tout départ est un déchirement. Donc à ce titre, il aurait été souhaitable qu'ils restent. Maintenant, ils ont pris leur liberté, c'est tout à fait leur droit, que je respecte au demeurant. Mais je pense que, par ailleurs, il était bien que nous puissions négocier cette séquence historique, parce que c'en est une. Face à la situation d'exception, il fallait se déterminer. Nous l'avons fait, et je pense que nous avions raison de le faire. OK. Maintenant, parlons du département que vous avez en charge, le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique. Dans quel état l'avez-vous trouvé? Avez-vous eu le temps de faire un état des lieux? Absolument. C'est d'ailleurs une obligation de précaution, de prudence. Pour pouvoir poser les actes, entrer dans ma mission, il fallait absolument dresser un état des lieux, procéder à un bénéfice d'inventaire. Et qu'est-ce que ça donne, cet état des lieux? Reluisant, un secteur en grande difficulté? Oui, un secteur en grande difficulté. Comme on en trouve un peu partout en Afrique, le secteur de l'enseignement supérieur est presque délabré. D'abord un gros potentiel. Un gros potentiel humain, parce que c'est cela, la matière d'œuvre. Du point de vue de la ressource humaine, il y a de la qualité également. Et je suis heureux d'être au service de la qualité. Du point de vue des infrastructures ou des structures, oui, il y a des préoccupations, de vives préoccupations, que nous devons assumer
dans ce qu'elles sont. Et à ce titre-là, nous essayons au quotidien de suggérer des pistes de solutions. Est-ce qu'on peut en avoir je ne vais pas dire la primeur, mais quelques éléments, parce qu'on sait que beaucoup de bâtiments sont vétustes et insuffisants. Il y a une sorte de surcharge des locaux par rapport au nombre d'étudiants. Les enseignants estiment des fois qu'ils n'ont pas tous les éléments pour se retrouver, pour donner le meilleur encadrement possible aux étudiants. Ça fait un peu beaucoup. Alors, peut-être on serait curieux de savoir quelles sont les pistes de solutions que vous envisagez d'installer face à cet état des lieux assez difficile. La première piste est toujours l'amélioration de l'âme. Il faut investir dans le capital humain. À ce titre, nous pensons d'abord avoir à toucher à la gouvernance, parce que c'est la gouvernance qui sera au devant des difficultés que vous avez évoquées. À ce titre-là, un chantier est en cours, celui du mode de désignation des directeurs des universités et des directeurs généraux des grandes écoles. C'est une réforme en profondeur, parce qu'il faut désormais inviter des managers à la gestion et à la gouvernance des universités. Lorsque ce chantier qui est en cours va être mis en place, c'est avec les hommes que va s'engager la réflexion pour voir comment, dans le court terme, gérer la difficulté évidente de la massification des effectifs et ensuite projeter les universités de demain. C'est un vaste chantier, ça n'est pas une solution précise que j'arbore, mais une direction. Il est bon ensemble de convenir de la direction à prendre pour que nous puissions effectivement ramer, non pas à contre-courant, mais dans le sens effectivement de faire avancer notre barque. Alors vous savez que quand un jeune Gabonais décroche son baccalauréat, derrière lui, les parents, presque malgré eux, refusent qu'il entre à l'UOB, l'université Omar Bongo, qui est l'établissement public le plus important du pays. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a les grèves, il y a... Voilà, ok, je vous laisse terminer. J'avais pas cette information, mais bon, j'en prends acte. Oui, les grèves, c'est un peu le propre du milieu universitaire, qui par principe est frondeur. Maintenant, oui, s'il y a des grèves, c'est la manifestation aussi d'un certain nombre de dysfonctionnements. Nous devons nous atteler à les résoudre. Mais nous devons le faire toute partie présente et en assumant l'existant. C'est tout l'objet de mon action. Par ailleurs, il faut absolument que nous puissions explorer de nouveaux modes d'investissement. Les partenariats publics-privés me paraissent de ce point de vue-là un levier important pour à la fois lever des fonds, trouver des partenaires pour les solutions de cette université. Alors, est-ce que justement vous pourrez avoir accès à ces fonds, parce que c'est l'une des difficultés, et puis on sait qu'on connaît la situation actuelle, la situation économique actuelle du Gabon. Comment réussir à faire cette acrobatie, parce que ce n'est pas très évident. Je vous ai dit, il n'y a de richesse que d'hommes. Mais quand je le dis, parce que ce n'est pas de moi, j'enfonce des portes ouvertes. L'université est un potentiel difficile à assumer. Mais justement, de la bonne exploitation de difficultés peuvent se révéler un certain nombre de solutions. Faisons simple. Aujourd'hui, la communauté de l'université, c'est à peu près 35 000 étudiants. 35 000 étudiants à qui il faut transmettre de la connaissance. 35 000 étudiants qu'il faut restaurer. Les capacités de notre restauration mettent en opposition 35 000 étudiants à restaurer et une capacité de 2900 plats à offrir à la journée. Il y a un gap énorme. Mais ce gap, justement, c'est un appel à une économie qui doit s'installer et prendre le relais de la puissance. C'est le même problème au niveau du logement, au niveau des structures pédagogiques. Tout à fait. Autrement dit,
il y a une économie en déshérence qui doit s'installer pour prendre le relais de l'État. Donc, vous voyez que quelque part, c'est un mal pour un bien. Et c'est peut-être cela qui constitue le terreau fertile au recours vers les partenariats publics et privés, parce qu'il y a une économie qui doit s'inviter, qui doit prendre le relais, de sorte qu'au total, ce qui aujourd'hui constitue la difficulté sont autant de raisons d'espérer vers l'arrivée des initiatives pour combler ces carences-là. Est-ce que les retombées justement d'une telle initiative ne vont pas être inaccessibles pour le jeune étudiant gabonais? Oui, non, Parce que quand on parle de public-privé, c'est vrai, au niveau du privé, on parle surtout de rentabilité. Absolument. Et ce n'est pas cette même rentabilité qu'on retrouve au niveau de l'État. Tout à fait. Mais c'est justement parce que l'État doit absolument venir en concours, dans le cadre des PPP, pour qu'au final, l'étudiant ne soit pas lésé. L'État prend sur lui ce qui aurait pu être une sorte de manque à gagner. À ce jour, cela fonctionne déjà un peu comme cela. Le repas de l'étudiant coûte de manière effective 4 000 francs CFA. Le ticket que l'étudiant paye pour pouvoir consommer ce repas, c'est 500 francs. Le reliquat, 3 500 francs, sont supportés par l'État. C'est sa contribution déterminante pour garantir à l'étudiant un repas suffisamment composé pour pouvoir suivre sa scolarité. C'est dans ce cadre-là que les PPP vont être conçus, avec l'implication de l'État comme filet devant garantir à l'étudiant une vie qui soit vivable du fait de son pouvoir d'achat. Alors, la notion de délai intervient là, dans ce cadre-là. Oui, bien sûr. C'est pour cette raison qu'il faut serrer les solutions. Certaines s'inscrivent dans le court terme. Notamment, à ce titre-là... On dit que tout est très urgent là-bas. C'est vrai, c'est vrai. Mais à ce titre-là, vous me donnez l'occasion de paraphraser M. Rocard, à l'époque ministre de l'Agriculture en France, qui était pressé par un de vos confrères, un journaliste, sur les solutions immédiates et urgentes à prendre pour que la France puisse combler son déficit en étant en agriculture. Et Rocard de rappeler que ce n'est pas en tirant par-dessus les feuilles que les plantes pousseront plus vite. Elles sont soumises à un cycle végétatif. Donc, les mesures à préconiser sont de trois ordres. Certaines sont du court terme, notamment dans ce que j'ai indiqué s'agissant de la désignation des recteurs et des directeurs généraux des grandes écoles. Ça a déjà commencé d'ailleurs. Absolument, nous y sommes. Et sous peu, je vais déposer sur la table du gouvernement les hypothèses qui sont désormais sur la table. Ensuite, d'autres mesures relèvent du moyen terme. Il s'agit notamment de refaire les voiries, de refaire la bibliothèque, de refaire un certain nombre d'équipements. D'autres mesures sont des mesures de long terme. Il s'agit effectivement du cadre structurel, notamment refaire les campus, de sorte à pouvoir effectivement offrir un cadre qui soit compatible avec les effectifs. OK. Il n'est pas prévu de nouveaux campus Si, bien sûr. Mieux que de nouveaux campus, il est prévu de nouvelles universités. Il y a celle de Mouila, il y a celle de Yem, il y a celle de Port-Gentil, qui devaient pouvoir enrichir les offres actuelles, qui, bien sûr, essaient tant bien que mal de répondre aux exigences. Alors justement, il est reproché à l'enseignement supérieur en Afrique, pas seulement au Gabon, de proposer des enseignements, on va dire, qui ne sont pas adaptés aux réalités actuelles. On continue de faire de la grande littérature française ce sont des enseignements, dit-on, qui ne débouchent pas sur des professions, des métiers qui correspondent aux réalités d'aujourd'hui. C'est un procès qu'on a fait à l'enseignement supérieur et qui continue de lui être fait. Mais je pense qu'il y a aussi en face une volonté d'adapter l'enseignement aux exigences du moment. À ce titre-là, je salue l'érection du CAMES,
qui est une création africaine pour effectivement adapter les curricula et toutes les exigences académiques aux réalités de notre continent. Alors, la situation qui prévaut à l'enseignement public supérieur gabonais, est-ce que c'est cela qui explique la prolifération d'établissements privés? Est-ce que tout cela se fait avec le respect des normes? L'enseignement supérieur est un secteur de souveraineté, mais qui a été libéralisé. En tant que tel, le pouvoir public conserve toujours la haute main, et c'est à ce titre-là que toute initiative qui se signale doit rentrer dans des prérequis. Alors, nous allons presque terminer notre émission, juste savoir si l'exercice est difficile. Est-ce que certains disent qu'il est plus facile d'être de l'autre côté dans l'opposition et critiquer, et quand on est au pied du mur, c'est d'autres réalités qu'on a en face de soi? À ce titre-là, l'expérience que je vis aujourd'hui est une expérience extraordinaire. J'ai été dans l'observation, dans la critique. Je suis aujourd'hui au travail et à l'ouvrage. Je crois que c'est une étape importante dans la construction de la petite vie. C'est-à-dire? Mais je suis un homme politique, j'assume une opinion politique, je dois me construire pour pouvoir effectivement travailler à la construction de l'Afrique. Et cette construction est à venir. Alors on va parler rapidement de la recherche scientifique. Il y a de grands résultats, il paraît-il, mais c'est leur application dans le quotidien des nations africaines qui pose problème. La recherche, et je suis d'accord avec vous, 1000 fois d'accord avec vous, doit se faire au bénéfice de la construction. Et quelle est la situation qui prévaut actuellement pour ce qui concerne le Gabon? C'est un secteur qui appelle de gros investissements. Parce que la recherche requiert beaucoup de moyens, mobilise des esprits, mobilise des hommes et des femmes qui ont besoin de se déplacer. Il faut investir. Et là également, ça va être l'un des enjeux du millénaire. Il faut que l'Afrique croie en son potentiel. Nous avons des chercheurs de qualité. D'ailleurs, pour peu qu'ils s'expatrient, ils font la différence là où ils partent. Je pense que l'avenir est africain. L'avenir du monde est en Afrique. Ok, mais nous n'allons pas vous laisser partir sans Je parler suis là, j'entends rester. d'un aspect. Vous êtes sportif? Oui, du dimanche. Vous vous êtes présenté à l'élection de la Fédération gabonaise de football, la FEGAFOOT, et vous auriez gagné, et on vous aurait créé une injustice en vous déclarant perdant. Oui, dans une vie antérieure, effectivement, je me suis prêté à la gouvernance du sport au Gabon, principalement du football. J'ai pensé, après une certaine expérience, pouvoir me proposer pour diriger ce football-là. C'était quand? Ouh là là, ça nous renvoie quoi, à 2014 ou 2013, je ne sais plus trop, par là-bas. Je pense l'avoir emporté. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais je crois que toutes les expériences sont bonnes à vivre. J'ai dû vivre celle-là. Toute expérience participe à conforter l'homme, à le structurer. Je crois être passé par cette expérience et été bonne à vivre aussi. Maintenant, je regarde l'avenir. Vous avez aussi participé à défendre la Fédération camerounaise de football contre un équipementier. C'était quelle affaire? Tout à fait. En son temps, le Cameroun avait pris part à la Coupe du Monde avec des équipements sans manches. En conséquence, le Cameroun avait été sanctionné. Je crois d'une sanction sportive qui privait le Cameroun d'un certain nombre de points dans le cadre des éliminatoires à venir. Je pense que c'était injuste. Il était de mon devoir, de ce point de vue-là, de me prêter à la défense de cette cause. L'option qui avait été prise n'avait pas été l'option des sportifs. Ce sont les dirigeants qui avaient été, me semble-t-il, à l'initiative d'une telle option. Et j'ai pensé qu'en sanctionnant les sportifs camerounais et la jeunesse camerounaise, il y avait une sorte de disproportion. La FIFA, que je respecte beaucoup, aurait été mieux inspirée de sanctionner les dirigeants qui étaient, bien sûr, à l'initiative de cette décision, mais ils ont sanctionné les sportifs. J'ai donc dû, aux côtés d'autres dirigeants africains, prendre la défense du Cameroun et je suis heureux d'avoir obtenu gain de cause.
Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant, par exemple, le panafricanisme? Aujourd'hui, c'est une notion qui revient avec force et qui s'empare pratiquement de tous les pays africains. On parle beaucoup d'intégration, de panafricanisme. Je voudrais d'abord me féliciter du format de cette émission. Je crois que c'est une émission qui est appelée à faire la promotion de l'Afrique et c'est tant mieux. Je voudrais également saluer l'équipe qui est aux commandes et à l'ouvrage. Le panafricanisme, c'est la voie du salut. L'avenir est dans les grands ensembles et l'Afrique est continentale. Je pense que lorsque les Africains vont comprendre, réaliser ce potentiel qui leur tend la main, ils vont commencer à compter et je sais que l'Afrique comptera. Donc, merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je voudrais rappeler à tous que Monsieur Jean de Dieu Moukanye Iwangu est ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. En tout cas, nous allons faire en sorte que chaque fois que nous aurons besoin de vous, vous retrouvez sur un de nos plateaux et faire en sorte que l'on puisse bénéficier d'un certain nombre d'informations. Merci encore aussi à vous d'être resté en notre compagnie. Nous nous retrouverons très bientôt sur les antennes de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Au revoir.